Alors, bonsoir à tous. Bienvenue au conseil municipal du 11 février, les 19 heures. Donc, Maître, le premier point. Eh bien, le quorum est constaté, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Donc, pour l'adoption de l'ordre du jour, est-ce qu'il y a des modifications? Effectivement, les points 9.2 et 9.4 de l'ordre du jour seraient retirés. Pour le premier, on a quelques corrections à faire. Il y avait quelques erreurs. Et quelques petits points techniques qui demeurent à régler sur une lettre d'entente pour la convention collective des policiers. Excellent, merci. Donc, un proposeur, un appuyeur pour l'ordre du jour modifié. J'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. J'appuie mon collègue, Monsieur le Président. Merci. On tombe au point 3, la période de questions destinée au public. Alors, on a reçu une question de M. Champagne en ligne. Donc, je la lis. Que peut faire la Ville de Repentigny pour améliorer les collectes sélectives des objets à recycler? Le problème du tri serait en partie éliminé si on pouvait déposer le verre dans des contenants dédiés. Idem pour les contenants plastiques pour les médicaments. Les journaux nous faisaient mention que les usines qui utilisent ces résidus manquent de matières premières. Pourquoi ne pas les approvisionner directement? Bien, écoutez, tout d'abord, M. Champagne, une mauvaise nouvelle. Encore une fois, les municipalités ont perdu un pouvoir et c'est maintenant Éco-entreprise Québec qui gère l'ensemble du recyclage sur l'ensemble du territoire québécois. Donc, c'est plus directement des centres de tri avec lesquels les MRC faisaient affaire. C'est maintenant géré par le gouvernement du Québec via Éco-entreprise. Pour ce qui est des verres dédiés, bien, vous avez vu, Éco-entreprise s'est justement lancé dans des bacs de récupération spécialisés à certains endroits, notamment proches d'épiceries ou de la SAQ, pour la récupération du verre directement. Et je veux juste faire un parallèle parce qu'on pense souvent, lorsqu'on lit les journaux montréalais, bien sûr, la presse, Journal de Montréal, ce qui est les journaux les plus lus au Québec, on parle souvent des problèmes de centres de tri, mais de Montréal. Et là, on extrapole comme si c'était sur l'ensemble du territoire du Québec, alors que Tricentris était un de ceux avec qui la Ville de Repentigny faisait affaire, qui avait un taux de performance les plus exceptionnels au niveau du verre. Alors, je tiens à vous rassurer. Et maintenant, pour ce qui est des contenants de plastique des médicaments, toutes les pharmacies les récupèrent. Donc, si vous en avez, je vous invite à aller les porter dans la pharmacie la plus proche de chez vous. Espérant que ça réponde à votre question. On tombe maintenant aux questions du public. Premier intervenant, M. Jean Langlois. J'ai pris les feuilles dans l'ordre qu'on m'a donné, premier ou dernier. Je suis sûr que vous allez faire valoir vos points en 5 minutes. Les derniers seront les premiers. Ah, mon Dieu, si vous citez la Bible, ça va bien aller. Amen. Chose certaine, en tout cas, pour ce qui est du déneigement des rues, la rue Providence, en tout cas, la mienne puis ceux dans le coin, là, sont très bien déneigés cette année. C'est sûr que... Wow! Y a pas... Un premier commentaire positif en 30 ans! Bravo, M. Langlois, on vous remercie. Vous n'avez pas tout vu, mais vous n'avez pas vu. vu tous mes 20 ans que j'ai fait. Il y en avait du positif. Ah, si vous voyez ça négatif quand je vais au micro, j'ai un rôle à jouer, à voir ce qui se passe, puis je suis juste là à vous dire les faits. Un rôle que les citoyens vous ont donné parce que vous n'êtes pas au conseil municipal et vous avez fini à 8 %. Donc, c'est un rôle que vous vous donnez vous-même. Pour votre information, j'ai terminé avec 18,5. Je vois ça souvent, vous le dites souvent, 8. Ça, c'est Martin Nadon à la mairie. Vous étiez dans le parti de? J'ai 18,5, moi. Alors, quand vous dites que vous avez terminé, j'endossais un poste de conseiller. Fait que peut-être juste rectifier, là. 42 % pour Mme... Ben oui, mais là, on peut... Allez-y. Vous aimez ça, hein? Vous aimez ça. Citez des... Là, je vous avais parlé, là, le mois dernier, de l'eau potable. Je reviens toujours parce que j'arrive pas à comprendre que vous avez augmenté ça d'une façon substantielle de 98 % les excédents d'eau. Alors, la base est à 67. Sous votre règne, vous avez monté à 80 cents du mètre cube. Ensuite, 85 cette année et 87 pour la base. Et ce 87-là, c'est à partir du 1er juillet 2024. Les gens auront la surprise d'une hausse encore substantielle de l'eau potable dans leur compte de taxes 2026. La tarification des excédents, qui était à 87 sous, ça monte à 1,29. Cette année, sur le compte de taxes, on voit 1,53. Et l'année prochaine, en partant du 1er juillet de 2024, c'est 1,72. Là, vous me dites, on ne fait pas d'argent avec ça. Alors, je comprends que là, l'eau, c'est ce qu'on produit, ce qu'on distribue. C'est ça, l'eau, temps normal, d'une ville qui fait charger aux gens. Les excédents, parce qu'il va y avoir des excédents, on ne peut pas passer d'un supplémentaire de 87 sous à 1,72. Il y a des excédents sur les milliers de mètres cubes.
Ces excédents-là, ce que je comprends, on ne fait pas d'argent que ça, mais on va s'en servir pour payer le réseau. Exact. Ça, là, ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas ça le but ultime de facturer l'eau. Ben oui, c'est Non, utilisateur-payeur. c'était sur la production et la distribution. Vous en faites une première. Il va y avoir une suite à ça. Ben attendez, Là, monsieur non, attendez, non, vous me répondrez à la fin. Là. Je vais aller m'asseoir bientôt. Ah, parfait, génial. Là, ça, c'est une autre question que vous n'avez pas répondu. Puis la question sera la suivante. Ben, vous ne me laissez même pas répondre. Point Non, d'ordre, mais à la point fin, d'ordre, monsieur. vous me Je voudrais répondrez. un point d'ordre, Attendez. monsieur Vous me le répondez. Président. Non, ré- monsieur, vous me monsieur répondrez. Langlois, Non. un conseiller demande un point d'ordre. Vous avez longtemps été au conseil. Vous savez c'est quoi? Il y a des questions qui sont posées. On ne laisse pas ni le président ni les autres élus s'exprimer. Puis on dit qu'on n'a pas répondu aux questions. Donc, si M. le Président le permet, on pourrait peut-être répondre à la dernière question de M. Langlois. Il refuse qu'on y réponde. On arrête même votre temps. Alors, vous posez des questions, vous nous permettez de Là, répondre. la question s'en vient pour l'eau. Là, pas Non, juste non, ça. Ben non, avez- vous venez d'affirmer... Non, c'est que j'ai pas fini. C'est ça. J'ai Ben, pas vous fini. votre, question était claire. Ok, allez-y. Parce que vous avez même Ok, fini en ok. disant on va s'en reparler, puis vous passez Bon, au mais prochain il y aura sujet. 3 questions. c'est La tout. fourberie, Allez-y. ça ne marche pas avec nous. Alors, La écoutez, fourberie. M. Langlois, on s'en va investir 85, et je vais laisser Mme Boissonneau répondre après, parce qu'il n'y a pas plus factuel que la directrice générale adjointe et ancienne directrice des finances pour vous répondre, même si vous n'acceptez pas la réponse pour une 10e séance du conseil municipal. Ça, c'est vos dires, ça. Ben non, on peut retourner voir toutes les séances du conseil municipal. Ça fait maintenant, puis les gens dans la salle le savent, je le vois à leur visage, ça fait déjà plus de 10 séances du conseil, mais pire que ça, je parle à des citoyens qui me disent, ça fait 40 ans que vous en parlez. Vous, votre proposition, c'est d'aller s'approvisionner avec l'eau de Montréal qui coûte encore beaucoup plus cher. Non, c'est pas la solution. Ça a été longtemps. C'était en 99 parce qu'on paierait 80 de moins cher de l'eau. Ça a La été même longtemps, affaire qu'à votre Charlemagne, qui sont reliés au réseau de Montréal. Alors, maintenant, M. Langlois, on investit 85 millions dans les 5 prochaines années dans nos usines d'eau parce qu'il y a des investissements majeurs qui sont à faire dans ces usines-là. Je vais laisser Mme Boissonneau vous réexpliquer après qu'on ne peut pas faire d'argent et que ça doit être dédié directement à des processus d'eau. 85 millions dans l'usine de production et dans l'usine de filtration d'eau, je trouve que c'est justement une bonne dépense. Maintenant, le principe de la taxe d'eau, c'est utilisateur-payeur. C'est la seule taxe dont les citoyens ont un véritable contrôle. Ils veulent diminuer leur coût de taxation au niveau de l'eau. Mes excuses, hein, je sais que vous l'entendez depuis 10 fois, là. Mais si un citoyen a le pouvoir de diminuer son compte de taxes en utilisant moins d'eau, la Ville offre notamment des subventions environnementales pour s'assurer d'offrir aux citoyens une occasion de diminuer leur niveau de consommation d'eau. Et l'eau est une des ressources, si ce n'est pas la ressource la plus vitale. Imaginez-vous vivre sans eau. Maintenant, une municipalité, son travail numéro 1, c'est de fournir de l'eau potable aux citoyens. Et l'argent qui est pris dans la tarification de l'eau sert aux usines et à la caduque. Voulez-vous continuer, M. Butin? En fait, Oui. M. Langlois, ce qui est important de se rappeler, puis ça a été mentionné à la dernière séance du Conseil, c'est que si on est déficitaire au niveau de l'eau, c'est-à-dire que si on facture moins que ce que ça nous coûte, mais qui paye la facture, c'est l'ensemble des citoyens. Donc, le citoyen qui fait très attention à son utilisation va se trouver à payer la facture de celui qui ne fait pas attention. Et si on n'avait pas augmenté la tarification de l'eau, on était déficitaire. Les projections, c'était simple, là. Si on n'augmentait pas la tarification de l'eau, on était déficitaire, donc on se trouvait à devoir refiler la facture à l'ensemble des contribuables à Repentigny. Pénalisant ainsi ceux qui ont fait le choix judicieux de faire attention et pas de partir leur gicleur en pleine pluie. Madame Boissonneau, peut-être si vous pourriez juste reconfirmer. Mais effectivement, je peux reconfirmer que les tarifications sont basées sur les coûts. Et les coûts incluent aussi les entretiens. Donc, effectivement, quand vous parlez d'excédent, je ne suis pas certaine de comprendre, là, mais ça inclut les entretiens des réseaux. Alors, la facturation qu'on fait, c'est selon nos coûts réels. Si on augmente un taux, on peut baisser l'autre, mais au final, on a le même revenu. Et pas plus tard qu'il y a 2 ans, juste les produits chimiques pour purifier l'eau a augmenté d'1 million de dollars. Donc, si on n'avait pas fait le choix d'y aller sur le principe de taxation le plus logique qu'il y a au monde, utilisateur-payeur, vous gaspillez, vous payez. Bien, si on n'avait pas fait ça, c'est l'ensemble des citoyens qui auraient dû payer le million de plus. Si vous avez une forte taxe d'eau, M. Langlois, encore une fois, je vous réinvite, nos équipes de la Ville se déplacent et même lorsqu'ils voient qu'il y a une trop grande variation,
appelle directement le citoyen pour dire on a découvert qu'il y avait un très grand écart dans votre consommation d'eau entre l'année dernière et cette année. Vous avez peut-être une toilette qui fuit, peut-être que vous remplissez trop souvent votre piscine, mais on a une conseillère municipale qui a une piscine, un spa, 3 enfants, puis qui est capable d'aller en dessous du barème. Alors, visiblement, c'est possible. Mais écoutez, c'est votre point de vue. Puis l'entretien de réseau, moi, ce que je sache, ça a toujours été le traitement de l'eau et la distribution de l'eau. Madame Boissonneau, pouvez-vous confirmer? L'entretien du réseau, on allait sur des règlements d'emprunt en soi lorsqu'on faisait des aqueducs, des rues. L'entretien, c'est peut-être quand il y a une vanne qui coule, il y a de quoi qui se passe, c'est les travaux publics. Est-ce qu'ils facturent ça au niveau de l'eau? En tout cas, c'est votre point de vue. Mais moi, à travers tout ça... Non, attendez, Mme Boissonneau veut juste donner un élément. Non, on veut être sûr que vous comprenez. Non, je vais revenir. Si le mois de novembre, je revenais vous parler de ça, ça n'a aucun sens qu'on ait augmenté de 98 %. Alors, ne boudons pas notre plaisir, ça ne sera pas juste ici au micro, là, ça va être à l'ensemble de la ville qui va avoir de l'information qui va être donnée, parce que quoi? Les journalistes sont après m'appeler. On paye l'eau la plus chère au Québec. C'est ça, votre administration. Et on s'en fait une fierté. On vous l'a dit la dernière fois parce qu'on veut protéger la ressource d'eau. C'est la ressource la plus Moi, j'ai des vitale toilettes économiques. Je suis dans le domaine de l'eau. Je fais attention, assurément. J'ai une piscine creusée, une grosse piscine creusée. Le soleil est là, 12 heures de temps. Elle s'évapore. C'est sûr que je dois remettre de l'eau dans la piscine. Alors, vous payez. Oui, j'ai des gicleurs, mais vous faites la farce de dire que pendant que... Non, je donne un exemple. Si vous vous sentez visé, ça, c'est pas de ma faute. Je vous connais, là, je commence à vous connaître. Maintenant, je vais vous donner l'exemple. La ville de Lavaltrie a maintenant empêché les gens de remplir sa piscine avec son boyau d'eau. Maintenant, à Lavaltrie, et de plus en plus de municipalités vont devoir le faire dans les prochaines années à cause des changements climatiques. Demande aux citoyens, si vous voulez remplir votre piscine, vous allez faire venir un camion-citerne, vous confirmez, hein? Et est-ce que ça, c'est compris dans vos coûts? Vous voyez, on a encore le droit à Repentigny de remplir sa piscine avec son boyau, même celle de son voisin. J'ai encore 2 questions, vous avez répondu. Pour fin d'exemple, la ville de Trois-Rivières, puis c'est pas parce que je suis contre les compteurs d'eau, hein, je suis tout à fait d'accord pour les compteurs d'eau. Payer les excédents par rapport au coût. Comme je vous dis, 96 sous, mais là, on passe à 1,72. C'est ça qu'on va être facturé, ça n'a aucun sens. Puis deuxièmement, vous en donnez un exemple, la ville de Trois-Rivières, j'ai des collègues qui restent là, ils payent 50 ou 75 je ne vais pas faire l'erreur, pour une piscine, mais ils n'ont pas de compteur d'eau. Moi, je ne dis pas que ce n'est pas l'idéal. Ils n'ont pas de compteur d'eau, mais ils payent pour une piscine. Comme d'autres villes, comme la ville de Brassard, Sherbrooke. Mais nous, on paye des excédents, mais l'excédent fait en sorte qu'on rentre encore plus d'argent que ceux qui peuvent avoir des piscines. Mais je suis d'accord pour ça, de payer une piscine. Mais la question que j'ai aussi à vous poser sur ça, pour ça, je vous disais, j'avais d'autres choses à rajouter. Vous passez de 227,3 mètres cubes, qui est 50 000 gallons, puis vous l'avez descendu à 220 mètres cubes. C'est 7,3 mètres cubes. Puis si on fait le calcul du 96 cents à 1,72, c'est un 85 cents de différence. Ce 7,3-là, ça représente 6,20 ou 6,50. On avait-tu besoin de descendre du 227,3 mètres cubes à 220 pour encore aller chercher un 6 $ aux gens, à ce qui fasse en sorte de payer l'excédent à 1,72 au lieu de payer à 87 sous? Ça sera ça ma question là-dessus. Après ça, j'ai la dernière question que j'ai à poser, là, parce que là, vous répondez longtemps. Là. Bien, on a le droit de vous parler longtemps, fait qu'on a le droit de répondre nous aussi, puis c'est pour le bien des citoyens. Alors, quand vous arrêtez de parler, j'arrête le temps. Alors, on va laisser M. Landreville et M. Urbain répondre. Le but, c'est pas de sauver puis de charger de l'argent, c'est de sauver la ressource. On baisse de 227 à 220 pour sauver la ressource. Arrêtez ça. Là, Monsieur Langlois, est-ce qu'on peut laisser le conseiller municipal qui a été dûment élu répondre à la question que vous avez posée? Parce que je rappelle, c'est pas. Moi, je vous propose depuis 2 ans de faire un débat, vous refusez. Ici, là, c'est une séance de questions et réponses aux citoyens qui ont des questions légitimes. Je vois plusieurs questions légitimes des citoyens. C'est pas pour venir faire un show politique. Vous voulez travestir la question, la période de questions dans cet objectif-là, c'est correct, mais laissez au moins les conseillers répondre. Alors, M. Urbain, vous pouvez terminer votre réponse. C'est la 3e fois que je donne les mêmes statistiques. Dans les villes de 50 000 habitants et plus, la ville de Repentigny est parmi les 5 meilleures villes au Québec pour sa gestion de l'eau. Et ça ne veut pas dire qu'on est champion dans le domaine, qu'on ne peut pas continuer de s'améliorer. Les citoyens s'attendent à ça. Il y a des changements climatiques que les gens nient ou ça existe, là. Puis il faut faire attention. Au niveau de la rivière, il y a eu des investissements pour capter l'eau, pour être capable de construire un 2e bassin. C'est tout en prévention de qu'est-ce qui s'en vient, puis qu'est-ce qui existe déjà. Lors de périodes de sécheresse, là, tout le monde, on demande, on fait attention à l'eau. Là, le message est lancé à l'ensemble de la population.
On est bien, mais on doit faire mieux. C'est tout. Ça ne répond pas à ma question, parce que je disais pourquoi 227,3, on descend à 200. Monsieur Landreville va vous répondre. Ça ne répondre. répond pas à ma question. Ben, c'est tout simplement qu'on a eu un calcul par les gens qui sont spécialistes là-dedans, qui ont dit que la moyenne qui était utilisée par les citoyens de Repentigny, c'était 220 mètres cubes. C'est aussi simple que ça. C'est pas le 6 $. Le 6 $, on s'en fout. Ça ne change rien. Laissez-moi répondre. Moi, j'ai cette politesse-là de vous écouter tout le temps. Je vous demande d'avoir la même politesse à mon égard. Quand on vérifie ces chiffres-là, on est assuré de savoir que tous les citoyens ici, en moyenne, vont dépenser 220 mètres cubes par année. Si quelqu'un décide d'en dépenser plus, bien, on paye. Ces gens-là doivent payer pour la consommation supplémentaire qu'ils vont faire. C'est tout simplement ce qu'on vous répète depuis 10 fois. Vous avez là, beau à peu dire près. ça, Je vous demande encore. on réitère de compléter. Je comprends pas que j'essaie de vous expliquer. Est-ce qu'on peut finir notre réponse, s'il vous plaît? Donc, si vous voulez, je pourrais vous le réexpliquer après, mais si vous ne voulez pas comprendre, nous, on comprend que vous ne voulez pas comprendre. Alors, continuez. Mon autre question, c'est pas que je ne comprends pas, c'est que vous ne voulez pas comprendre ce que je suis après vous dire. En tout cas, peu importe. BC2, la ferme BC2, rue Notre-Dame. Là, on a vu la fromagerie Hamel. Là, il y a à peu près 300-400 personnes qui ont fait des remarques. J'en entends dire de plusieurs. Côté les regardeurs, je n'entre pas dans tout ça. Là. Il y a du monde, les hausses de taxes, là, ils capotent, là, je vous le dis. Là. Fait que votre taux de taxation, vous ne l'avez jamais descendu assez bas là, pour arriver, comme Boucherville à 1 1,8 votre confrère Sébastien Nadeau. Vous avez monté 3,3 Le taux de taxation n'est pas descendu assez bas. On a un impact. Les commerçants commencent à avoir de la misère. Vous allez voir. Il y a du monde qui me parle de ça. Puis là, deuxièmement, BC2, là, le rapport, là, quand est-ce qu'il va sortir le règlement intérimaire, que ça fait 2 ans, qu'un moratoire sur rue Notre-Dame? Chevrolet y attendre, le terrain vacant. Non. Ultramar. Non, mais... Ben, écoutez, j'étais avec M. Tremblay. Non, mais je vois le terrain qu'il n'y a rien. C'est sûr que je ne suis pas assis avec vous non, autres. attendez, M. Langlois. Là, le droit, la vérité a ses droits, OK? Si vous voulez, là, on peut appeler ensemble, après la séance du conseil, monsieur... Non, mais arrête, c'est parce que vous parlez au nom de commerçants qui vous ont rien demandé. Non, mais et honnêtement, je peux-tu finir? Vous parlez au nom de commerçants qui vous ont rien demandé puis qui sont sacrément tannés de vous voir au conseil aller parler en leur nom alors qu'ils ne veulent surtout pas. Monsieur Tremblay, si vous voulez, j'étais avec il y a 2 semaines, on peut l'appeler ce soir et lui demander, Monsieur Tremblay, là, est très heureux parce que présentement, son bâtiment, savez-vous à quoi il a servi pendant le temps des fêtes? Gracieuseté de M. Tremblay, puis on devrait le remercier pour ça, à accueillir présent pour Noël. Et il s'est fait un plaisir. Et même présent pour Noël, il a dit, on espère que tu ne vendras pas l'année prochaine, tu as tellement un beau local, on va s'en servir. Et Patrick a dit, puis moi, je peux parler en son nom parce que, messieurs, vous étiez avec moi, j'ai des témoins comparativement à vous. Alors, M. Tremblay, là, il n'est pas pressé de vendre son terrain. M. Tremblay, arrêtez de faire... J'avais une liste d'une trentaine d'espaces vacants dans la ville, une trentaine avec des commerces fermés. Je commence par Chevrolet parce que c'est le terrain le plus grand que je vois qui n'est pas Puis vous commencez avec un mensonge. Deveau, il y a Deveau qui attend là. J'ai l'autre, Frites à Rémy, L'As de Cœur, Ultramar. À l'autre bout, il y a un centre de liquidation. Il y a l'Allier qui, lui, attend après un immeuble. La question, je pourrais faire une panoplie. Là, puis là, on pourrait les prendre au coin de Perrault, puis La Rochelle, même... dans le quartier de M. Masse, il n'y a plus rien. Le cimetière, là, celui qui vendait des cimetières, là, des pierres tombales, le barbier, la station-service. C'est tout est vide. Je passe là tous les matins. Il y a des commerçants qui en ont assez de payer vos taxes. Puis moi, la question, je m'en vais là-dessus. La question, c'est quand, là, avec Montaigne et compagnie, là, la zone d'appréhension, quand est-ce que ça arrive? Puis quand est-ce que le moratoire va être élevé? Vous dites tout le temps, ça s'en vient, ça s'en vient. Vous avez dépassé votre temps. Merci beaucoup. Alors, vous allez avoir des... C'est bon, parfait. Enfin, une question claire. Alors, ça s'en vient, M. Langlois, vous allez être heureux. Puis, ça va vous permettre d'arrêter d'aller dire n'importe quoi, n'importe qui. Je vais vous sortir pour le bénéfice des citoyens des statistiques. M. Langlois aime ça sortir des chiffres. On va voir s'il va retenir ceux-là. 39 % des entreprises ferment après 5 ans. Statistique Canada. Ainsi va la vie. Zelleuse n'est plus là. Walco non plus. Puis Steinberg. Bon, ça a disparu. Puis il y a d'autres entreprises aujourd'hui qui ont apparu. Après 10 ans de ces entreprises qui ont survécu, il y en a un autre 50 qui ferment. Ainsi va le monde capitaliste. Il y a des entreprises qui ferment, il y a des entreprises qui ouvrent. L'important, c'est que les gens travaillent sur le territoire. Maintenant, on parle des taxes commerciales. Je vais vous permettre de vous citer quelques exemples. Repentigny, retenez, vous êtes un preneur de notes, prenez ça.
Repentigny, la taxation combinée pour le commercial, 1,9150 sous. Terrebonne, 2,18. Mascouche, 2,21. Pointe-aux-Trembles, 2,30. Lévis, 2,57. Vieux-Longueuil, 2,81. Saint-Hubert, 2,81. Laval, 2,15. Je pourrais continuer ainsi, ainsi, ainsi. Repentigny, et ces statistiques, je vous invite, M. Langlois, là, écrivez dans Google taux de taxe commerciale. Prenez le taux de taxe commerciale dans Google, mettez la ville que vous voulez. Comparable à Repentigny, sortez-moi pas Saint-Ambroise de Kildare, là, on s'entend. Et venez au prochain conseil me dire si vous avez trouvé une ville comparable de Repentigny qui est en bas de nous en termes de taux de taxation combiné. Alors, prochain intervenant, Mme Michel. Oui, j'avais dit Mme Michel. Mais... Bonsoir, Monsieur le maire, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers. Bonsoir à tous. Je commencerai par vous dire que je trouve que vous faites de l'excellent travail. Alors, je vous en remercie. En cette semaine de la Saint-Valentin, oui, merci. Bravo. Moi, je venais vous parler de la récupération du verre, mais je vais laisser un peu mes feuilles de côté parce que j'ai cru comprendre, je n'avais pas l'information qu'il allait se passer quelque chose au mois de mars. Moi, je m'en venais vous demander d'avoir un conteneur à Repentigny où les gens pourraient déposer leurs bouteilles de verre, leurs contenants. Parce que on sait que dans le bac bleu, les bouteilles sont brisées, qu'elles contaminent le restant. Et on a une entreprise à Montréal qui s'appelle Owens Illinois qui récupère le verre pour en refaire des bouteilles. Donc, j'ai appelé un petit peu partout autour de Repentigny et j'ai trouvé à Joliette. À Joliette, ils ont un conteneur qui n'a rien coûté à la ville. Donc, mais je ne sais pas si le gouvernement, parce que moi, j'avais entendu que le gouvernement allait reporter la consigne dans 2 ans. Alors, je n'ai pas entendu l'information du mois de mars, je ne l'ai pas entendu, là, je ne sais pas. Mais j'avais contacté un monsieur d'une compagnie qui s'appelle 2M Ressources, qui va chercher le verre à Joliette et qui le broie et ensuite qui l'emmène à l'usine d'Owens, Illinois. Ça n'a rien coûté à Joliette parce qu'ils ont eu des subventions de Recycle Québec pour avoir le conteneur. Donc, ils ont le conteneur à l'endroit où on récupère, excusez-moi, c'est ça, il est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à l'entrée de leur éco-centre. Donc, les gens peuvent aller déposer, mais pas juste les bouteilles, parce qu'on s'entend qu'on a aussi les pots maçons, les pots de confiture, on a plein d'autres verres. Donc, ils ont le conteneur en avant de l'éco-centre. Le conteneur, ça leur a pris 6 mois à le remplir. Et après ça, c'est un camion de EBI qui transporte le verre à 2M Ressources, qui, lui, le broie et ensuite l'envoie à Owens, Illinois. Donc, le conteneur a été payé par Recycle Québec. Et ensuite, c'est Éco-Entreprise Québec qui paye le transport. En fait, la ville paye le transport et Éco-Entreprise Québec leur rembourse le transport. Donc, en fait, ça ne coûte rien à la ville. J'ai parlé à une madame qui s'appelle Madame Audigier, puis elle m'a dit si quelqu'un à Repentigny veut avoir plus de détails sur la façon que Joliette s'y est pris, elle est vraiment prête à aider la personne. Ah ben oui, puis si on peut s'inspirer de nos voisins. Exactement. Fait que pour eux, et puis ils ont été vraiment surpris de voir à quel point les gens ont adhéré, parce que c'est ça, tout le monde veut récupérer le verre, mais on sait que dans le bac bleu, là, il est brisé, puis après ça, il contamine tout le reste, puis ça finit à l'enfouissement. Fait que là, je savais que le gouvernement avait reporté la consigne de 2 ans, mais là, s'il y a quelque chose au mois de mars, ça, je ne l'ai pas entendu. Je laisserai peut-être le conseiller responsable de l'environnement. Moi, je vais vous dire, je suis tellement heureux. Là, c'est de la musique à mon oreille. Je n'ai pas 2 oreilles. En plus, à mon oreille. Citoyenne de tout. Oui, puis je vous dis, c'est une citoyenne modèle parce qu'on parle de sujets d'importance comme l'environnement. Je vais prendre l'information, je vais vous demander, on se connaît, là, on va me l'envoyer, que je sois capable de valider. Oui. Je suis dans le domaine du sirop d'érable. Vous savez, depuis 2 ans, on récolte la tubulure. Dans les érablières, c'est nouveau, mais il faut qu'il y ait un marché.
pour être capable de répondre. Fait qu'il faut être capable de, en tout cas, de faire le mariage. Oui. Mais je sais que là, on est un peu plus limité dans nos actions au niveau des villes par rapport à une nouvelle entité qui gère au niveau du Québec. Fait qu'on va faire les vérifications. Vous me connaissez. Oui. Ben oui, je te connais. J'aime l'environnement. Fait qu'on a ça en commun. Mais de savoir que Éco-entreprise Québec rembourse le transport, moi, ça m'a vraiment, ça m'a surpris. Puis je me suis dit, c'est génial parce que là, on met vraiment quelque chose en place pour les citoyens. Et ça ne coûte rien à la ville. Je sais, là, on essaye de couper. Mais il faudra être patient parce que l'entité, la nouvelle entreprise, ils ont créé un nouveau géant. Ils ne savaient pas la lourdeur de toute la tâche qu'il y avait à reprendre, les responsabilités venant des MRC au niveau des villes, puis là, il y a eu des ratés. Je pourrais revenir sur la tubulure là, des conteneurs qui devaient en avoir 5, il y en a 2 finalement, puis que ça a traîné sur un terrain pendant X. Avant de rentrer dans un modèle, on va faire des vérifications. Puis ça va me faire plaisir de vous en parler, mais en dehors d'une séance municipale. C'est correct, mais en tout cas, appelez Joliette, sinon... et puis vraiment, puis en plus, c'est que l'entreprise qui recycle le verre à Montréal, Owens-Illinois, qui refait des bouteilles, il manque de verre, eux autres. Alors, si nous, on peut leur apporter notre verre, il est recyclé au complet. C'est une ressource à l'infini, le verre, à part s'il est brisé dans le bac bleu, mais sinon, c'est à l'infini. Puis, honnêtement, j'ai fait un sondage aussi autour de moi, puis la plupart des gens, s'il y avait un conteneur devant l'éco-centre ou ailleurs, c'est sûr que les gens iraient porter leur verre. Là. Je terminerai juste en disant, Monsieur le Président, chaque municipalité a des particularités. Nous, qu'est-ce qui manque au niveau de la ville de Repentigny, c'est des espaces pour être capable de mettre ces conteneurs-là. Ce que Joliette n'a pas de problème de ce côté-là, ou je pourrais mentionner d'autres villes environnantes. Quand on est dans une ville à 99,9 développée, ça devient un défi. Je m'en allais dire challenge, mais je vais utiliser le mot en français. Non, mais je comprends, mais j'imagine que dans le bout de l'éco-centre, on pourrait peut-être trouver, dans la zone industrielle, un endroit. Puis on est en 2025, là, Normand. On est rendu là. On n'a pas le choix, il faut trouver un endroit. On est à la même place. On est à la même place. Mais on va prendre via M. Urbain, là, si vous pouvez nous transmettre les informations. J'ai les informations, Normand. Puis je vais contacter rapidement mon ami et collègue Pierre-Luc Belrose pour voir comment ça fonctionne. Merci beaucoup. Merci. Continuez votre beau travail. Je vous encourage. Merci, c'est gentil. Prochain intervenant, M. Joël Filion. Hey, Joël. Attends, on va te donner le micro, Joël. Je ne dirai pas ça. J'ai une question à vous poser. Le transport adapté, pourquoi on n'a pas le transport pour la Joliette, aux villes de même, comme Berthierville, Joliette, ou bien pas Laval, mais Montréal? Oui, bien là, je sais qu'avec le transport adapté, il y a des discussions pour voir à faire une entité régionale, puis même privatiser le transport en commun. Malheureusement, on n'était pas dans tous les détails. La problématique qu'on a, c'est les impositions qu'on a de Québec. Malheureusement, on a de moins en moins de financement en transport en commun et il faut financer de plus en plus. Mais on va voir, Joël, par exemple, étant donné que je siège à Exo, là, je vais pouvoir aller chercher plus d'informations puis te revenir. Mais entre-temps, je le réitère, il y a le RUTAL qui est le regroupement d'usagers. Hein? Non. Mais le regroupement des usagers est une bonne porte pour faire des plaintes face au transport adapté. Oui. Est-ce que vous connaissez le Sport Nova? Non. Il y a un magasin à Repentigny pour faire des gilets. OK. Puis je suis fait un avec une photo qui est dans mon sac. OK. Puis je voulais l'amener aujourd'hui, mais il était à Laval. Ah ben, on s'organisera pour que je vienne la voir avec plaisir, Joël. Attends, vous me montrer la photo. Ah ben attends, après le conseil, je vais venir te voir après le conseil, puis tu pourras me montrer la photo avec plaisir. Merci, Joël. Prochain intervenant, M. Jean-Charles Corbeil.
Bonsoir. Moi, viens ici. Je vais vous parler de la ville 15 minutes. Est-ce que vous allez être obligé de démolir quelque chose pour construire ça? Bien, à vrai dire, si vous me permettez, le concept d'une ville en 15 minutes, c'est un concept assez de base en matière d'aménagement du territoire puis d'urbanisme. C'est de s'assurer de faire des développements résidentiels qui sont combinés à du commercial et de l'industriel, donc de condenser dans un certain secteur les services pour que les gens, en à peine 15 minutes, à pied ou en vélo, puissent l'utiliser, puissent se rendre à des points. Alors, à titre d'exemple, si vous achetez un condo, bien, c'est de s'assurer d'avoir au premier étage des espaces commerciaux pour aller faire l'épicerie, la pharmacie, ce qu'on voit déjà dans certains secteurs. Le centre-ville de Repentigny sur Notre-Dame est un peu un exemple d'une ville à 15 minutes, dans le sens où quelqu'un peut facilement travailler, aller faire ses commissions et vivre dans un rayon de 15 minutes à pied ou en vélo. Est-ce que ça demande des destructions? Bien, c'est sûr que Repentigny est bâti à 100 99,999, il reste 3 terrains à Repentigny, dont celui qui est à côté de la bibliothèque où il y a une forêt qu'on veut bien sûr pas détruire. Donc, est-ce qu'il y a des zones où c'est propice? Oui, fort probablement qu'il y a des secteurs. Je pense par exemple à l'actuel parc industriel entre Brien et Industriel. C'est un endroit où on pourrait très bien voir au fil du temps le concept de ville en 15 minutes parce qu'il y a une portion industrielle, il y a une portion résidentielle sur Leclerc, manque une portion commerciale. Des gens qui vivent dans les blocs appartements sur Leclerc, sans avoir de besoin d'automobile, puisqu'ils sont proches de la station d'Exo, pourraient facilement travailler pour se rendre à leur commerce de prédilection et se rendre même à l'entreprise où ils travaillent. Donc, c'est déjà existant à Repentigny. Quiconque vit autour du centre d'achat, à titre d'exemple, vit dans une zone de ville en 15 minutes. Aussi, j'aimerais ça avoir dans le regard sur Repentigny, là, prendre toute une page complète ou deux, là, puis faire les plans de ça avec les coûts, avec ce que ça va coûter. Bien, à vrai dire, l'objectif, c'est que ça ne coûte pas, justement, parce que si on prend un terrain qui est vierge, puis un terrain où il y a déjà une entreprise, et un acheteur, un promoteur, achète le terrain, ça ne coûte rien à la ville. C'est le vendeur qui vend, l'acheteur qui achète. L'acheteur, quand il achète le terrain, à titre d'exemple, il l'achète 1 million, il va vouloir le rentabiliser, il va le densifier d'une certaine façon, un peu comme on a vu le long de Notre-Dame. Et ensuite, bien, nous, ce qu'on veut s'assurer, lorsque l'acheteur va acheter le terrain, le détruire à ses frais, ce n'est pas la ville qui achète le terrain, puis ce n'est pas la ville qui construit quoi que ce soit, bien, la personne, le promoteur, quand il va construire, nous, notre objectif, c'est de s'assurer qu'il y ait un espace commercial pour que s'il y a des gens qui vont vivre dans un bloc appartement, bien, au moins qu'il y ait du commercial autour. Et c'est le combat qu'avait mené notre conseiller à l'opposition à l'époque, M. Buteau, quand il parlait d'aménagement intelligent. Puis je sais qu'il y a des gens qui étaient à l'opposition qui avaient malgré tout voté pour, mais on prend par exemple au coin de Cherrier et Notre-Dame, l'immense bloc appartement qui s'est fait là. Nous, on faisait la proposition à l'ancienne équipe de Mme Deschamps. M. Benoît, vous pouvez confirmer, vous étiez au conseil quand vous avez accepté ce projet-là. Nous, ce qu'on disait, c'est pourquoi pas prendre un espace et en mettre un peu d'espace commercial à travers ce bâtiment-là. Si vous êtes pour mettre 200 unités de logement, un commerce peut bien y vivre. Et la meilleure démonstration de ça, et si vous voulez savoir c'est quoi la différence entre l'ancienne administration et la nôtre, c'est assez simple. Les 2 terrains des Botaniques ont été vendus au même promoteur. Il y en a un très beau dans l'Est, le projet en escalier là, du quartier du Vieux-Moulin. Parce qu'il y a même, dans un des 3 blocs appartements, un petit café. On a fortement encouragé le promoteur à dire on va accepter le projet si tu mènes un espace commercial. Le café est toujours plein. Ça marche. Bien, c'est un peu le concept de ville en 15 minutes. Les gens qui vivent autour sont capables en 15 minutes à pied de se rendre, mais ça n'a pas coûté rien à la ville. La ville n'a pas mis de dépenses là-dedans. Sauf qu'au moins, on fait une offre commerciale aux citoyens parce qu'il y a des gens qui viennent dire, des fois, là, au conseil, là, ça n'a pas de sens, les commerces sur Notre-Dame, ils ferment. Puis c'est drôle, Bernard, moi, puis Jacques, on va régulièrement à des ouvertures de commerce le long de Notre-Dame parce qu'ainsi va la vie. Il y a des commerces qui ferment, puis il y a des commerces qui ouvrent. Alors, quand on a été à l'ouverture du petit café, bien, c'est la démonstration par l'ultime de ce qu'est une ville en 15 minutes. Mais comme je reviens encore avec la même question, est-ce qu'on va avoir des coûts
C'est-à-dire des plans qui montrent ça. Bien, il va y avoir bientôt une présentation pour le parc d'affaires parce que c'est un dossier qu'on travaille depuis 3 ans et bientôt on va arriver. On a pris notre temps parce qu'on voulait bien faire les choses et être sûr d'être en corrélation avec le marché, mais je le répète encore une fois, il n'y a pas de coût pour la ville, il n'y a que des bénéfices. Si on densifie intelligemment aux bons endroits, le long de la rue Notre-Dame, notre équipe s'y est opposée. L'ancienne administration dont M. Benoît faisait partie, eux, ils étaient pour de faire des tours de 32 étages le long de Notre-Dame. Nous, ça, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut redonner accès au fleuve. Puis la preuve, c'est qu'au dernier conseil municipal, on a enclenché le processus pour acquérir un terrain qui va servir de fenêtre encore sur le fleuve parce que c'est l'engagement qu'on a pris. Maintenant, de densifier dans un secteur, ça rapporte plus de taxes parce que, on parlait tantôt du nouveau rôle d'évaluation, au fil des années, les terrains prennent de la valeur. Et s'il y a un terrain qui vaut 100 000 pieds carrés, mais que le bâtiment industriel dessus fait à peine 10 000 pieds carrés, on ne le taxe pas sur le 100 000 pieds carrés. On le taxe sur le bâtiment. Alors, on a une perte d'optimisation de l'espace. Sur le même terrain de 100 000 pieds, sans nécessairement tomber avec une tour de 30 étages puis de quoi de massif, plutôt que d'avoir un petit bâtiment industriel de 10 000 pieds, on pourrait avoir un bâtiment industriel de 2 étages de 40 000 pieds carrés par étage. Mais ça n'a pas de coût pour la ville. Ça ne va que rapporter des nouveaux revenus parce qu'on ne taxe plus un bâtiment de 10 000 pieds carrés d'un étage. On taxe dorénavant, sur un terrain de 100 000 pieds carrés, un bâtiment de 40 000 pieds fois 2. Alors là, ça devient un bâtiment de 80 000 pieds carrés qu'on taxe. C'est pas mal plus intéressant pour les revenus de la ville. Alors, il n'y a pas de coût à ça. Il n'y a que des revenus qui peuvent venir. Mais le concept de ville en 20 minutes, c'est un concept que tous les gens ont étudié en urbanisme. Non, je prends le temps de répondre parce que ça vaut l'explication. On a une bonne question du citoyen, puis je veux prendre le temps de faire les contours. Et donc, le principe de ville de 15 minutes, c'est dans toutes les écoles d'urbanisme et d'aménagement du territoire. C'est reconnu partout. L'Europe, la France, l'Allemagne, c'est le meilleur exemple des villes en 15 minutes parce que vous avez du transport en commun accessible et vous êtes capable, quiconque a voyagé en Europe, si vous avez déjà voyagé en Europe, on trouve tous ça agréable d'aller en Europe parce qu'on est capable de sortir de son hôtel ou quoi que ce soit pour aller facilement au restaurant, au café, au commerce, prendre un transport en commun à côté. Alors, Sainte-Julie, c'est un bon exemple et ça devient de plus en plus exact. Alors, c'est ça, une ville en 15 minutes. Fait que ça n'a pas de coût pour répondre à votre question. Parce qu'ici, au Québec, on n'a pas été habitué à ça. Tout le monde est isolé. Et c'est triste parce qu'au contraire, ce qu'on veut, c'est créer une solidarité, rapprocher les gens. Mais pourtant, au Québec, oui, on a plusieurs exemples. Le centre-ville de Montréal est le meilleur exemple à un niveau de centre-ville de la métropole du Québec. Mais quiconque va dans le Vieux-Québec, le Vieux-Québec, c'est le même principe, là, c'est de concentrer le commercial avec l'industriel pas loin, puis le résidentiel, puis le marché. Est-ce que les villes de banlieue se sont faites sur l'étalement urbain avec des maisons unifamiliales en rangée? Oui. Est-ce que c'est la meilleure optimisation du territoire? Non. Est-ce qu'on compte détruire toute la ville de Repentigny pour la créer en une ville de 15 minutes? À sa face même, je pense que tout le monde a compris que c'est pas ça l'objectif. Est-ce qu'il y a des secteurs où ça se fait? Oui. La rue du Petit-Village est un bon exemple, fut une certaine époque. Alors, puis au contraire, je vous dirais, au Québec, on est même plus qu'habitué à ça, parce que nos ancêtres, M. Urbain, vous pourrez sûrement en parler par la suite avec la rue du Petit-Village, mais nos ancêtres, là, quand ils bâtissaient le Québec, là, ils n'allaient pas, quand ils ont créé l'île de Montréal, là, ils n'allaient toujours bien pas mettre un bâtiment là-bas, un bâtiment là. Ben non, au contraire, on appelait ça des bourgades. Ouais. Ils condensaient tout autour d'un rayon pour justement que les gens soient tissés serrés. Alors, on revient à ce qu'est la base du développement du Québec. M. Urbain, je ne sais pas si l'exemple du Petit-Village. Écoutez, le nombre de commerces qu'il y a eu sur la rue du Petit-Village, puis qu'il y a encore dans le secteur de la rue du Petit-Village, il y a eu des téléphones, il y a eu des bureaux de poste, il y a eu un ensemble de facteurs. C'est pas pour rien qu'on appelait ça le petit village. Tout était concentré à l'intérieur d'un endroit où ce que les gens transitaient.
Et c'était effectivement, puis là, on retourne à l'époque de Saint-Paul-l'Ermite, là. En l'espace de 10 minutes, on se rendait à un bout du village et après ça, on s'en allait dans le nord. Dans le nord, ben c'était le secteur de la presqu'île, de la savane, puis les gens descendaient au village. Mais le village, c'est ça. C'était ce concept-là, mais à plus petite échelle. C'est ça. Ils construisaient une église, puis tout le monde se bâtissait alentour. Et voilà. Une église, 2 tavernes. Mais vous venez de définir, dans le fond, ce qui est le concept de ville en 15 minutes. Fait que l'objectif, c'est pas d'avoir plus de dépenses, mais au contraire, plus de revenus. OK. Bon. C'est tout. Bien, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci, M. Corbeil. Prochain intervenant, M. Fredette. Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Fredette. Je suis pas résident, mais sur la rue La Jeunesse, qui est dans le fameux parc industriel que vous venez juste de parler. Ouais. En passant, c'est la première fois que vous me voyez. Vous ne me connaissez pas parce qu'on ne veut pas être trop critique. J'admire votre travail, mais là, il y a de quoi qui ne passe pas, qui est de travers. Ça fait que je veux essayer de faire une critique constructive. Oh oui, allez-y, Okay? allez-y, on est là pour ça. On parle du taux de taxation. Vous venez juste de dire optimiser par étage. Ouais. Mais moi, ce qui m'arrive, je peux vous le dire, sur 87, la jeunesse, c'est l'inverse. Puis c'est l'évaluateur qui me le dit. Je suis pénalisé à cause de la grandeur du terrain que j'ai. Ça, c'est une chose. Puis quand vous parlez de taux de taxation, moi, je m'occupe d'une chose. Je ne m'occupe pas des choses de la ville, des taux de taxation. Moi, tout ce que je vois, c'est le pourcentage. Il y a 2 ans, j'ai été augmenté de 3,5 % que je trouve parfaitement normal. L'année passée, 13,5 %. Il y a eu de l'inflation, mais c'est rough. Cette année, 29 %. Juste vous mettre en lumière, comme maintenant, on avait entendu parler, Berthier-sur-Mer, qui a un couple âgé, qui a une belle maison sur le bord de l'eau, qui ne sont pas riches, mais qui perdent leur maison juste à cause qu'ils n'ont plus le moyen de payer leurs taxes. Ça, c'est la seule question. Je me demande pourquoi que vous voulez en arriver là. Votre développement, je vais juste finir cette question-là, j'ai 3 questions. Votre développement en 15 minutes, là, je le comprends, je l'admire, même si ça me touche plus que profondément. On va y aller avec la première question. Parfait. Bien, écoutez, premièrement, là, si vous avez une propriété dans le parc industriel, vous avez reçu une lettre là, il y a à peu près 2 ans là, qui était assez claire sur le droit de préemption qu'il y avait et puis qui expliquait la situation. Je le réitère, là, l'expropriation n'est pas une option pour nous, ou en tout cas, c'est l'arme nucléaire là, dans le domaine. Il y a eu un rattrapage en matière des taxes industrielles parce que depuis 2017, les municipalités peuvent faire des variations entre les taxes résidentielles, commerciales et industrielles. À Repentigny, vous donnez un exemple, puis je le réitère, le régime fiscal municipal au Québec, il est brisé. Il ne fonctionne plus parce que le seul revenu que la ville quasiment peut avoir, c'est la taxation foncière. À Repentigny, 80 % des revenus, puis nos revenus, là, ils servent à donner des services. Là. Personne part à Cuba avec. Là. Les revenus, non, mais pareil, il y en a qui le pensent. Les revenus de la ville, 80 % c'est la taxation, et de ça, 83 % c'est du résidentiel. La minute qu'on a des augmentations de coûts de tout ce que vous pouvez penser, vous êtes en entreprise, là, vous le savez, coût du personnel, l'approvisionnement, nommez-les tous, là, 83 cents sur $1, il faut que je le refile aux citoyens. D'où la raison qu'on veut refaire le parc industriel. Mais refaire un chantier comme le parc industriel, ça va prendre 10-15 ans minimum, puis on va y aller au rythme des entreprises qui sont là, parce qu'il y en a qui sont prêtes à partir, il y en a qui veulent rester 5 ans, 10 ans, donc on y va graduellement. Maintenant, depuis 2017, les municipalités ont enfin le droit de jouer avec des taux de variation différents entre le résidentiel, le commercial et l'industriel. Repentigny, ça n'a malheureusement pas été dans les pratiques. Donc, si on augmentait de 2 % au résidentiel, on augmentait de 2 au commercial, 2 à l'industriel. Loin de moi l'idée de casser du sucre sur l'ancienne administration, mais c'était une mauvaise façon de gérer parce que, comme je vous ai dit, 83 % de la taxation, c'est résidentiel. Alors, on a fait un rattrapage en matière industrielle et commerciale. Et à titre d'exemple, commercial, on était à 3,5 cette année, industriel, 3,5 aussi. Il y a eu une augmentation de 3,5 au niveau industriel cette année. Mais on a un nouveau rôle. Et le nouveau rôle n'affecte pas les entreprises de façon égale parce qu'il y a des entreprises qui ont connu une évaluation de leur terrain de 50 % puis d'autres de 20 %.
Si vous voulez, la meilleure façon puis le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de faire appel de l'évaluation que vous avez eue puis de faire venir l'équipe d'évaluation. Permettez-vous une petite parenthèse Oui, là-dessus? oui, allez-y, puis on va... J'ai rencontré comment je pourrais dire, l'évaluatrice de la ville. Ouais. Super gentille, parce que moi, je dis que je veux contester sans payer, que déjà, je me fais répondre, vous allez comprendre un peu la frustration. C'est pas nous autres, c'est le provincial qui nous dit de charger. Bon, mais ça, c'est pas une excuse valable. C'est un service aux citoyens. Ça devrait être à la ville de... Mais je n'irai pas critiquer, là. Je critique, mais je veux dire, je n'irai pas contester. Je prends pas ça comme ça. Bien, moi, je vous invite, à vrai dire, au contraire, à contester, parce que vous pouvez avoir une surprise, parce que de la façon que les évaluateurs... La réponse qu'elle vous a donnée, puis je vous préviens, on coupe le temps quand on répond, là, mais je veux prendre le temps de bien vous répondre. Quand il y a les rôles d'évaluation, là, c'est partout pareil au Québec. Oui. Excusez, je ne veux pas vous interrompre, non. mais je m'ai fait expliquer, je ne veux pas vous faire répéter pour... Non, parce qu'il y a du monde. Pas de problème. Non, parce qu'il y a du monde. C'est bon. OK? Je comprends ce côté-là. OK? Fait que ça, on va oublier ça, là. C'est juste que où je calcule qu'ils ont mis une évaluation haut, puis avec le droit de préemption, êtes-vous d'accord de dire que ma bâtisse vient de baisser de valeur? Pas du tout. Pas du tout? Ah non, puis ça, même Maître Giard peut en témoigner, puis Mme Boissonneau. Parce que dans le fond, le droit de péremption, tout ce que ça fait, c'est que si quelqu'un veut vous acheter, vous, là, puis là, je vais donner des chiffres fictifs. Oui. Vous êtes prêt à vendre votre terrain 1 million. Quelqu'un vous offre 1,5 million. Alors, vous vous dites, hey, j'ai une bonne offre. Moi, je viens de faire 500 000 de plus sur mon terrain. Tout ce qui arrive, c'est que quand vous allez chez le notaire, la Ville a le droit de refuser ou pas. Sauf que faut que je vous paye le même 1,5 million. Je suis d'accord, mais qui va me faire une offre en sachant qu'il y a un droit de préemption dans ce secteur-là? C'est là-dessus que j'en suis. Bien, je vais vous donner des exemples. Je ne sais pas si Mme Joyal, vous pouvez donner des exemples, mais il y a des terrains, je veux juste vous répondre parce qu'il y a des terrains qui se sont vendus et on n'a pas exercé notre droit de péremption. Je le sais. Non, je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Mais ça répond à la question que vous avez posée, à savoir, oui, mais il n'y a personne qui va vouloir m'acheter. Bien, je veux juste vous répondre, mais en toute amitié, mais c'est faux parce que j'ai Marie-Pain. C'est bon. Marie-Pain a fait un offre sur un terrain. Oui, puis il a passé. Mais il est commercial, il n'est pas industriel. Moi, mettons, je fais partie... industriel. Il y a des industriels qu'on a refusés aussi. On n'a pas exercé notre droit. Non, je comprends. Quelqu'un voulait l'acheter au prix que le vendeur était prêt à payer. Nous, on n'a pas exercé notre droit. La personne l'a acheté. Et la personne qui voulait vendre son terrain 2 millions a eu le même 2 millions, mais plutôt que ce soit la Ville, c'est un privé qui l'a acheté. Et à l'inverse, si on exerce le droit de péremption, on va payer le même 2 millions. Fait que vous ne perdez rien. J'ai deux questions. Une réponse vite, parce que il y a un lieu de culte sur la rue Leclerc. Oui. Ça me touche sérieusement. OK? J'ai été à la Ville. Il y a des, je dirais, no parking en bon anglicisme, là, mais ils veulent en rajouter. Ça a été accepté. Mais là, matin, c'est moi qui se fait jointo que je suis sur un no parking pour 10 minutes. La police m'a avisé. Là, il y a deux choses là-dedans. On est pogné sur une petite rue de la Jeunesse dans un quartier industriel. On fait quoi? Si tu es rendu, il faudrait avoir des no parking, mais réservés à telle adresse? Dans une rue? Non, mais ça, on a été sensibilisés là, au niveau de la question du stationnement, puis on refait des vérifications. Notre équipe, on a une équipe au service de police qui est spécialisée dans tout ce qui est la circulation. Je les ai rencontrés. Vous les avez déjà rencontrés? Oui, puis ça, c'est beau, mais ça ne règle pas le problème. Parce que le lieu de culte est là, il va rester là. Ma dernière question, comment ça se fait qu'ils ont eu un permis en sachant qu'un lieu de culte, c'est un lieu de rassemblement? Ils ont un petit parking pour un dépanneur. Oui, bien ça, le nombre d'unités de cases de stationnement par lotissement, là, c'est effectivement une des choses qu'on veut changer dans notre nouveau plan d'urbanisme pour être sûr et certain d'être en corrélation avec les vrais besoins. Mais maintenant, je vous invite à aller sur Google, regarder le parc industriel à haute vue, là, c'est une mare de stationnement vide. Le parc industriel de Repentigny est le plus grand îlot de chaleur dans l'ensemble de la grande région métropolitaine de Montréal. C'est un des endroits où il y a le plus de stationnement par pied carré commercial et industriel au Québec. Alors, est-ce qu'on peut trouver une façon avec le centre culturel pour voir à des ententes de stationnement? Non, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi non. J'ai eu un problème avec le club de boxe qui est direct en face de chez moi. Souvent, ils sont chez eux. Non. Viens, parce qu'eux autres, ils ont des galas de temps en temps. C'est le samedi, prends mon stationnement. J'ai eu une réponse de quelqu'un de la ville très poli,
mais pas correct. Parce que, mettons, nous autres, on va à la messe le dimanche, les Juifs, c'est le samedi, bien, eux autres, c'est le vendredi. Ouais, c'est bien vendredi, correct, mais le vendredi, il y a un parc industriel qui fonctionne. Ou qui vont prendre des cases de stationnement, mais je comprends ce que vous voulez emmener, mais c'est le vendredi. Bien, je vais vous donner plein d'exemples. Premièrement, il y a plusieurs entreprises que le vendredi après-midi, les horaires ne sont plus les mêmes. Le télétravail a changé énormément d'habitude. OK. Je vais vous donner juste Blanchelle. Là. Il y a un bâtiment de 50 000 pieds carrés où, pour le moment, il n'y a aucune activité. Il y a un stationnement immense. Alors, est-ce qu'on peut, en bonne foi, comme des voisins, s'entendre avec le centre pour qu'il y ait une répartition du stationnement plus intelligente? J'en suis. Êtes-vous d'accord que peut-être qu'il y a du monde qui devrait aller à l'information au lieu de se penser chez eux partout? Puis là, la même question du pas de stationnement. Comment qu'on peut régler mon problème avec des panneaux personnalisés? Oui, bien ça, on va essayer de voir puis de faire des vérifications. Je vous remercie de la proposition. Maintenant, on va parler avec le centre culturel puis avec les propriétaires autour pour essayer de voir s'il y a des possibilités. Parce que je passe régulièrement sur Leclerc, notamment à ces heures-là. S'il y a quelqu'un, on en parlait, là, j'ai un grand projet de requalification du parc industriel. S'il y a quelqu'un qui passe ses journées à aller se promener dans le quartier pour voir comment ça se passe, c'est moi. Je vous le confirme. Ça va même me faire plaisir de venir vous visiter. Je fais des tournées d'entreprise, fait que c'est le meilleur moment pour les mettre en lumière. Mais on va essayer de voir comment on peut optimiser la gestion du stationnement. Au début, on avait une problématique parce que c'était directement sur la rue Iberville à l'époque où ils étaient en arrière du PG 18. Maintenant, on va essayer de s'organiser pour s'assurer qu'il y a une meilleure gestion. Et je le réitère, là, des gens qui se stationnent dans des endroits qui ne leur est pas dédiés, c'est contre la réglementation. On est à la même place là-dessus. Là. Non, je comprends, c'est contre la réglementation, mais par respect pour tout le monde, je comprends aussi qu'ils n'iront pas se stationner au centre d'achat pour aller au lieu de culte. Vous me suivez? Bien, des gens de bonne foi, on peut toujours trouver un terrain d'entente. Puis je suis sûr que si on prend le temps de trouver un endroit, j'avais cette discussion-là avec le propriétaire de Blanchelle pas plus tard que la semaine dernière. Donc, on est là-dessus pour... puis son bâtiment n'est pas utilisé. Fait qu'il est le premier qui disait, bien, je peux peut-être faire une entente avec le centre culturel. Il a même lui-même été les visiter pour en apprendre davantage sur le nouveau voisin qui était dans son quartier. Mais lui-même me proposait d'essayer de voir s'il n'y avait pas des possibilités pour que les gens viennent se stationner chez eux. Il était prêt à le faire de bonne foi pour justement essayer de... essayer d'accommoder, mais exact. Il y a eu un permis qui a été donné peut-être un peu trop vite. Si je peux me permettre en complément, mais vous parlez du permis qui a été émis peut-être un peu trop rapidement. Juste, je sais que le projet, disons, la première pelletée de terre, c'est fait dans les dernières années, là, on va dire comme ça, mais c'est un projet qui date autour de 2020. C'était l'administration ça a traîné, là. Précédente. Donc, il y a eu des délais au niveau de la construction, mais peut-être, Mme Joyal, est-ce que vous vous rappelez, c'est 2020, ce projet-là qui avait été adopté? Ou sinon, au début 2021, là, mais... Oui, c'est avant 2022. Mais la construction, le permis de construction a été donné en 2023. OK, donc le permis est en 2023. Juste pour terminer, je vous dis que je fais partie de l'industriel lourd. Oui. Bien, j'ai dit, moi, s'ils veulent avoir la bâtisse, mais moi, si je vends ma bâtisse, je vais être imposé. Pourquoi que la Ville ne me transfère pas de l'autre bord à la Gardeur? Je ne suis pas sûr de comprendre votre... Pourquoi la Ville ne me bâtit pas un local à la Gardeur puis qu'elle prenne mon local? Étant donné que ce n'est pas du commercial, c'est de l'industriel. À vrai dire, il va y avoir encore une portion industrielle dans le parc d'affaires. L'objectif, c'est justement de densifier certains territoires. Puis, je vais vous donner, vous vous promenez souvent dans le parc industriel. Tout le temps. Tantôt, quand je disais qu'il y avait des terrains de 100 000 pieds puis un bâtiment industriel de juste 10 000 pieds carrés, vous en convenez avec moi, là, puis je ne veux pas nommer les entreprises en tant que telles, mais bon, ces entreprises-là, là, ils sont zonés industriels. Et on les taxe que sur le petit bâtiment. Moi, si le propriétaire du terrain est prêt à détruire son petit bâtiment, puis au contraire, faire un bâtiment industriel au goût du jour, intégré, qui va être bon pour 40, 50 ans, avec les nouvelles réglementations en matière environnementale et compagnie, moi, je suis plus couvert aux discussions. Mais c'est pas... la Ville ne commencera pas à acheter tous les terrains pour gérer ça. Au contraire, l'objectif, c'est de laisser le privé s'organiser là-dedans. Il n'y a pas de problème, puis... Mais on peut continuer. Je serais intéressé, par exemple, on va s'assurer de prendre les coordonnées puis que je vienne vous rencontrer après pour vous parler plus longuement du parc industriel, parce qu'on va avoir des bonnes nouvelles qui s'en viennent bientôt. J'apprécierai énormément. Ça va me faire plaisir. Merci Au revoir. beaucoup, c'est gentil.
Alors, on tombe maintenant à la séance du conseil municipal. Merci Joé. On avait pas mal à raconter aujourd'hui. Alors, on tombe à point 5, dépôt de divers documents. Alors, tout simplement, dans le dépôt des documents, on a par contre l'adoption du procès-verbal du 14 janvier, Monsieur le maire. Ah oui, c'est vrai. Alors, un proposeur, un adopteur pour l'adoption du procès-verbal. Je vais le proposer. Merci beaucoup. Je vais appuyer. Merci beaucoup. On tombe au point 5. Alors, dépôt de divers documents, on dépose trois procès-verbaux du comité exécutif, ainsi que 5 procès-verbaux de consultation publique pour les PPC-MOI du 33 de Lyon, PPC-MOI du 893, 895 et 897 Notre-Dame, sur le règlement d'urbanisme 441-11, le règlement d'urbanisme 442-6, ainsi que le règlement d'urbanisme 438-50. Merci. On tombe au point 6.3, PIA 6.3.1. Alors ici, il s'agirait d'approuver le plan d'implantation daté du 5 décembre 2024 et le plan de construction daté du 9 janvier 2025 concernant la construction d'un bâtiment principal à usage d'habitation unifamiliale isolé sur un terrain vacant en milieu construit et l'aménagement extérieur sur l'immeuble situé au 1300 rue des Personnages tel que déposé. Alors, un terrain vague de moins. Merci beaucoup. Alors, un proposeur, un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. Kevin Buteau, j'appuie. Merci. On tombe dans 6.4, les PPC-MOI 6.4.1. Alors, pour ce PPC-MOI-là est au 33 de la rue de Lyon. Il s'agirait d'adopter le second projet de résolution pour la demande de projet particulier de construction, modification ou d'occupation d'un immeuble, d'où le terme PPC-MOI, concernant l'agrandissement, la rénovation et la conversion du bâtiment principal occupé actuellement par un usage industriel, tel que montré sur les plans datés du 4 décembre 2024, sur l'immeuble situé au 33 rue de Lyon, dont le projet déroge au règlement de zonage quant aux éléments suivants, soit l'usage de vente au détail de motocyclettes, de motoneige et leurs accessoires, alors que normalement, seules les classes d'usage industrie légère et industrie moyenne sont autorisées, l'entreposage extérieur de véhicules, alors que le règlement prohibe normalement l'entreposage extérieur, l'aménagement de présentoirs sur des véhicules, alors que le règlement ne le permet pas, une surface au sol en pierre, alors que ce matériau n'est pas autorisé, une largeur d'une allée d'accès de 14 mètres, alors que le règlement prévoit 12 mètres maximum, l'utilisation de conteneurs hors sol, alors que le règlement exige des conteneurs semi-enfouis, une clôture de 2,4 mètres de hauteur avec fil de fer barbelé, alors que le règlement permet une hauteur de 1,5 mètre maximale sans fil barbelé, et une superficie d'enseigne sur vitrine sur la totalité des fenêtres du mur avant et celle formant un retour sur les 2 murs latéraux, alors que normalement, le règlement ne permet que 33,1% de la superficie totale vitrée de la façade du bâtiment. Ces affiches illustrent cependant uniquement des scènes d'activités récréatives sans aucune promotion, logo, écrit identifiant une marque de commerce. Le tout selon les conditions suivantes, soit déposer un plan de gestion des eaux pluviales, déposer un plan d'aménagement paysager, soumettre des plans détaillés d'enseigne lorsqu'ils seront prêts au processus d'acceptation du PIA et déposer des garanties financières de 50 000 $ pour le bâtiment et de 20 000 $ pour les aménagements paysagers. Merci. Alors, un proposeur, un appuyeur. De nouveaux emplois, Monsieur le Président, je propose. Merci. Je seconde avec grand plaisir. Merci. On est heureux d'être content. C'est le groupe content. Alors, 6.4.2. Il s'agit ici du PPC-MOI 893 et 895-897 rue Notre-Dame. Il s'agirait d'adopter aussi le second projet de résolution pour la demande de PPC-MOI concernant la construction de 2 bâtiments principaux, selon une structure en ensemble intégré, occupés par des usages d'habitation multifamiliale comprenant 26 logements pour le bâtiment A, 22 logements et un commerce pour le bâtiment B, pour un total de 48 logements répartis sur 3 étages et un sous-sol pour chacun des bâtiments,
tel que montré sur les plans datés du 7 novembre 2024, version corrigée, dont le projet déroge au règlement de zonage quant aux éléments suivants, soit la construction de 2 bâtiments principaux occupés par des habitations unifamiliales ainsi qu'un logement de classe C1 ou C2, alors que normalement, seul un maximum de 3 logements par bâtiment et aucun commerce ne sont autorisés. Une marge avant pour chacun des 2 bâtiments à 7 mètres, alors que le règlement exige normalement 7,5 mètres minimum. Une hauteur de bâtiment de 3 étages, alors que la grille de spécification permet normalement 2 étages maximum. Et le remplacement d'îlots de verdure avec arbres par des cases en pavé alvéolé, alors que le règlement exige 5 îlots de verdure avec arbres. Le tout selon les conditions suivantes, soit déposer un plan de gestion des eaux pluviales, déposer un plan d'aménagement paysager, soumettre les plans détaillés d'enseigne lorsque prêt au processus d'adoption des PIA et déposer des garanties financières de 50 000 $ pour chacun des bâtiments et 50 000 $ pour les aménagements paysagers. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. J'ai le plaisir de le proposer, Monsieur le Président, étant donné que c'est un projet intégré comme le Botanix qui est tout juste à côté. Ça va être identique à celui-là, donc ça me fait plaisir de le proposer. Merci beaucoup. Avec un bâtiment résidentiel en moins, par contre. Donc, oui. Projet de... donc, j'appuie mon collègue. Oui, exact. Alors, merci beaucoup, messieurs. On tombe à 7.1. Il s'agit ici du renouvellement d'un contrat d'élagage et d'abattage. Alors, il serait résolu d'exercer le droit de renouvellement du contrat 2023 SP 018 pour les travaux d'élagage et d'abattage d'arbres à la firme Émondage Martel pour une année additionnelle, soit du 25 février 2025 au 24 février 2026, selon les prix unitaires inscrits au bordereau de soumission, pour un montant approximatif de 215 664,36 $, incluant les taxes. Un proposeur, un appuyeur. Raymond Masse, je propose, Monsieur le Président. Merci. Kevin Muto, j'appuie. Merci. On tombe à 7.2. Il s'agit ici d'un octroi d'un contrat pour l'achat de chaux hydratés pour les années 2025-26. Alors, il serait résolu d'octroyer le contrat pour l'achat de chaux hydratés à Greymont Québec Incorporé, selon le tableau comparatif joint en annexe, celui-ci ayant présenté la seule soumission conforme. Il s'agit d'un montant de 160 194,67 $, taxes incluses. Merci beaucoup. Un proposeur, un appuyeur. Chantal Routier, je propose. Merci. Et Martine Roux, j'appuie. Merci beaucoup. On tombe à 7.3. Il s'agit ici de la modification d'une résolution adoptée lors de la dernière séance. C'était une approbation de virement et affectation pour l'exercice financier 2024, donc extrêmement technique. Considérant le libellé de l'article 42 du règlement 1 relatif au comité exécutif, il serait résolu de remplacer le 3e alinéa du dispositif de cette résolution-là, la CM 11-14-01-25, par le nouvel alinéa suivant, soit prendre acte de l'autorisation du comité exécutif par la résolution CE 543-18-12-24 concernant le remboursement anticipé du fonds de roulement pour un montant de 2 millions de $. Alors ici, à la résolution originale, on disait tout simplement que le Conseil approuvait, alors que le Conseil n'avait pas besoin d'approuver. C'était le comité exécutif qui avait le pouvoir. Merci beaucoup. Donc, un proposeur, un appuyeur. Jacques Prescott, je propose, Monsieur le Président. Merci. Et j'appuie mon collègue, Monsieur le Président. Merci. 7.4. Alors ici, une résolution de correction aussi sur un PIA qui était au 45 boulevard industriel. Alors, il y avait eu des erreurs dans le rapport décisionnel sur l'adresse ainsi que le numéro de lot. Alors, il serait résolu de modifier la résolution CM 7-14-01-25 pour substituer l'adresse du 623 boulevard Héberville et numéro de lot 2 609 366 par l'adresse du 45 boulevard industriel portant le numéro de lot 2 609 361. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. J'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. J'appuie, Monsieur le Président. Merci. 7.5. Il s'agit ici d'une autorisation pour un dépôt de demande de subvention. Alors, considérant le projet de campagne régionale sur le vivre ensemble à être déposé dans le cadre de l'Alliance pour la solidarité
et l'inclusion sociale de la table des préfets de la Naudière. Il serait proposé, appuyé et résolu d'autoriser la direction générale à déposer une demande dans le cadre de l'appel de projet de l'Alliance pour la solidarité et l'inclusion sociale. D'autoriser Marie-Angéline Descadres, conseillère stratégique en innovation sociale, à signer pour et au nom de la Ville de Repentigny le protocole d'entente avec la table des préfets de la Naudière et transmettre une copie de la résolution à la table des préfets avec le projet déposé. Merci beaucoup. Donc, un proposeur, un appuyeur. C'est au nom de mes collègues, M. Simon et Mme Robillard, que j'en fais la proposition, M. le Président. Merci beaucoup. Martine Gendron, j'appuie. Merci. 7.6. Il s'agit ici de l'octroi d'un contrat considérant l'avis d'intention publié en conformité avec les dispositions de l'article, et là, bien des chiffres, 563 13.3.0.0.1 de la Loi sur les cités et villes. Il serait proposé et appuyé et résolu d'octroyer le contrat à la société Xylem Canada pour un montant total approximatif de 713 000 $ taxes incluses, pour 5 années, pour l'acquisition de pompes pour les années 2026 à 2029, le tout conditionnellement à l'autorisation annuelle du financement par le fonds de roulement, d'approuver les prix unitaires négociés et apparaissant au bordereau de l'entente annexée au présent sommaire, et cette dépense sera financée selon les items prévus au contrat pour l'acquisition des pompes pour l'année 2025 pour un montant maximal de 131 416,64 taxes incluses, financé par le fonds de roulement, remboursé sur 5 ans à compter de janvier 2026. L'acquisition des pompes pour les années 2026 à 2029 pour un montant approximatif de 443 583,36 taxes incluses, incluant une estimation liée à l'indice des prix à la consommation et l'augmentation de ces prix-là, conditionnellement à l'autorisation annuelle du financement au fonds de roulement. Et enfin, l'acquisition des ensembles de réparation pour les années 2025 à 2029 pour un montant approximatif de 138 000 $ taxes incluses, incluant l'augmentation liée à l'indice des prix à la consommation à partir de 2026, financée à même les budgets de fonctionnement. Merci. Donc, un proposeur et un appuyeur. Raymond Mars, je propose, M. le Président. Merci. Chantal Routier, je seconde. Merci. On tombe à 7.7. Il s'agit ici du dépôt du rapport d'activité du trésorier à Élections Québec pour l'exercice financier 2024. Il serait proposé, appuyé et résolu de prendre acte du dépôt du rapport d'activité de l'assistante trésorière à Élections Québec pour l'exercice financier 2024. Merci. Un proposeur, un appuyeur. Et Martine Roux, je propose. Merci. J'appuie ma collègue, M. le Président. Merci. On tombe à 7.8. Il s'agit ici de modifications accessoires, la dernière pour les travaux de réfection et d'élargissement du pont-Rivet. Il serait donc proposé, appuyé et résolu d'autoriser la trésorière à payer à Amel Construction Incorporée le coût des modifications accessoires présentées au sommaire décisionnel 2025-63 au montant de 1 322 212,50 taxes incluses. Le tout financé par le règlement d'emprunt numéro 570. En précision, ce montant-là sera remboursé aux 2/3 par le ministère des Transports du Québec. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. J'en fais la proposition, M. le Président. Merci. Je vais appuyer mon collègue, M. le Président. Merci. On tombe à 9.1. Il s'agit ici du mouvement de personnel cadre. Alors, il serait résolu de procéder à l'embauche de Mme France Gendron, CPA, au poste contractuel de directrice des finances et trésorière, classe 12, échelon 8, au service des finances. Sa date d'entrée en fonction sera le 12 février 2025, et ce, pour une période de 5 ans, compte tenu aussi d'une période de probation cadre de 6 mois, et d'approuver le contrat de travail à intervenir entre Mme Gendron et la Ville de Repentigny, et d'autoriser M. le maire ou le maire suppléant en son absence et le greffier ou son assistant en son absence à signer le contrat au nom de la Ville. Merci beaucoup. Donc, un proposeur, un appuyeur. Martine Gendron, je propose. Merci. Chantal Routier, j'appuie. Merci. On tombe à 9.3.
Effectivement, il s'agit ici d'une création d'un poste. Alors, il s'agirait d'autoriser la création d'un poste contractuel de directeur de l'optimisation et des projets stratégiques, classe 12, à la direction générale et d'approuver le profil d'emploi de celui-ci. La création de poste est nécessaire afin de répondre aux besoins organisationnels grandissants en matière d'amélioration continue, d'optimisation de processus, de gestion de projets stratégiques et d'aligner les objectifs stratégiques avec les actions. De nommer M. Daniel Fontaine au poste contractuel de directeur de l'optimisation et des projets stratégiques, classe 12, échelon 8, à la direction générale pour la période du 17 février 2025 au 23 septembre 2028, d'approuver aussi le contrat de travail et d'autoriser M. le maire ou le maire suppléant en son absence et le greffier ou son assistant en son absence à le signer pour et au nom de la Ville. Merci beaucoup. Donc, un proposeur, un appuyeur pour M. Lafontaine. J'ai refait la proposition, M. le Président. Merci. Et j'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. On tombe à 10.1.1 dans les avis de motion. Il s'agit ici d'un avis de motion. Alors, l'avis de motion serait donné qu'à une séance subséquente du Conseil, tenue à un jour ultérieur, sera présenté pour adoption le projet de règlement 438-51, intitulé « Règlement amendant le règlement de zonage numéro 438 » afin de retirer les articles applicables aux piscines résidentielles et de référer au règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, de modifier la hauteur des clôtures sur un terrain bordé par plus d'une rue et d'ajouter des matériaux de revêtement autorisés pour certaines constructions. Donc, le titre parle pas mal de tout ce qu'il y a dedans. En principal, c'est effectivement la question des piscines résidentielles qui sont encadrées maintenant par un règlement provincial, donc d'application uniforme dans l'ensemble des municipalités, ce qui fait qu'essentiellement, ça a rendu inapplicable nos propres dispositions. Donc, on les retire de ce règlement. La portée serait l'ensemble du territoire. Excellent. Donc, un conseiller pour en donner l'avis. J'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci beaucoup. On tombe à 10.2.1. Il s'agit ici de l'adoption du premier projet exactement du même règlement pour lequel on vient de donner l'avis de motion. Donc, les objets sont clairs. Il serait donc proposé d'adopter le premier projet de règlement 438-51. Merci. Donc, un conseiller pour proposer et un pour appuyer. Je propose, Monsieur le Président. Merci. Karine Benoît, j'appuie. Merci. On tombe à 10.3 dans les seconds projets, 10.3.1. Il s'agit ici de l'adoption du second projet de règlement 438-50 qui a pour objet de modifier les dispositions applicables à une terrasse saisonnière commerciale et devancer la date d'installation de certains équipements hivernaux. Il serait donc proposé, appuyé et résolu d'adopter le second projet du règlement 438-50, intitulé « Règlement amendant le règlement de zonage », afin de modifier les dispositions applicables à une terrasse saisonnière commerciale et devancer la date d'installation de certains équipements hivernaux. Un autre règlement à la faveur de nos précieux commerçants. Un conseiller pour le proposer. Je vais en faire ma proposition, Monsieur le Président. Merci. Un conseiller pour appuyer. Je vais appuyer, Monsieur le Président. Merci beaucoup. 10.4.1. Effectivement, ce règlement-là est le règlement 441-11. On est en adoption finale. Il y a un lien, effectivement, avec le règlement précédent relativement aux dispositions applicables sur les terrasses commerciales. L'objectif était de simplifier cette installation-là et donc de diminuer les exigences réglementaires et surtout le processus de PIA. On le verra au prochain règlement. Donc, l'objet, on en a parlé, ajouter des dispositions applicables aux terrasses commerciales saisonnières et allonger le délai de validité d'un certificat d'autorisation de démolition. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement 441-11 intitulé « Règlement amendant le règlement sur l'application et l'administration des règlements d'urbanisme numéro 441 afin d'ajouter des dispositions applicables aux terrasses commerciales saisonnières et d'allonger le délai de validité des certificats d'autorisation de démolition. » Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Chantal Routier, je propose. Merci. Kevin Tour, j'appuie. Merci. 10.4.2. Toujours en lien partiellement avec le règlement précédent et l'autre d'avant, c'est le règlement 442-6 qui ici concerne les projets de PIA. Donc ici, on va retirer du champ d'application de la procédure des PIA les ajouts d'une superficie de plancher pour une habitation unifamiliale comportant
un étage ou un étage et demi, ainsi que l'implantation d'un café-terrasse. Alors ici, forcément, on simplifie le processus pour faire ces deux choses-là, soit ajouter un étage sur une maison unifamiliale, soit implanter un café-terrasse. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement 442-6 intitulé « Règlement amendant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 442 afin de retirer des sections en lien avec l'ajout d'une superficie de plancher à une habitation unifamiliale comportant un étage ou un étage et demi, ainsi qu'à l'implantation d'un café-terrasse. » Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. J'en fais la proposition, M. le Président. Merci. J'appuie, M. le Président. Merci. On tombe au point 11, intervention des membres du Conseil. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui veulent faire des interventions? Je vais en faire une. Oui, allez-y, Mme Gendron. Alors, cette semaine, c'est la 21e édition des Journées de la persévérance scolaire. Alors, le slogan, c'est « La persévérance fait toute la différence ». En fait, il faut se rappeler que chaque effort compte. Nous, on le sait, mais quand on est petit, c'est parfois difficile. Et surtout à l'ère des réseaux sociaux où le succès semble souvent instantané, il est peut-être important de rappeler une vérité essentielle, c'est que la réussite, c'est un parcours et non pas une destination. Ça demande du travail, de la détermination, du courage. Le chemin est jamais droit et il est fait avec des défis, des détours, des échecs et il faut qu'on les encourage, nos tout petits, à être capables de faire face à l'adversité et de développer les ressources. Ce n'est pas facile, c'est un plaisir de développer des qualités. Alors, cette semaine, si vous pouvez encourager un tout petit en lui expliquant que c'est le travail, la détermination qui donne la plus grande satisfaction. Merci beaucoup. C'est très bien dit. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres membres du Conseil Mme Routier? Bonsoir à tous. Je voulais simplement vous faire un petit rappel. On sait qu'il y a de la neige qui s'en vient encore plus. Et puis, juste en venant ici, j'ai rencontré des gens que... Écoutez, le Code de sécurité routière est très, 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 très clair. Vous devez absolument prendre la peine de déblayer votre véhicule. C'est très, très, très important. J'aimerais prendre 2 petites secondes pour vous le lire, justement. Nul ne peut circuler avec un véhicule couvert de neige, de glace ou de toute autre matière pouvant s'en détacher et susceptible de présenter un danger pour les usagers de la route. Alors, s'il vous plaît, prenez le temps de bien dégager vos fenêtres et de dégager tout votre véhicule pour, évidemment, la sécurité de tous. Et je prendrai une petite seconde pour vous dire joyeux Saint-Valentin à vous tous. Ah, merci. Merci. On était justement en train de se dire qu'on allait le souhaiter. Alors, vous nous avez scoopé, comme on dit en bon français. Alors, ceci met fin à l'ordre du jour. Alors, à mon tour, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin et un proposeur et un appuyeur pour... J'en fais la proposition, M. le Président. Beaucoup. J'appuie. Merci beaucoup, Mme Benoît. Du bout des bras. Alors, merci beaucoup à tous. Bonne soirée.